Donc, écoutez, merci. Donc, je vais appeler maintenant Monsieur Frédéric Pentier, qui va nous parler, je pense, d'un très beau travail sur l'efficacité du laser thulium fibré pour les lithotripsie endocorporelle et planification chirurgicale. Merci. C'est bon ? C'est bon. Monsieur le modérateur, madame la modératrice, chers maîtres et chers collègues, merci de me donner l'occasion de présenter ce travail qui a en effet porté sur l'efficacité et l'étude de l'efficacité du laser thulium fibré pour la lithotripsie endocorporelle et l'intégration dans un outil de planification chirurgicale. Tout d'abord, je vais me permettre de rappeler que la lithiase urinaire est une pathologie fréquente qui va toucher quasiment 9% de la population générale. Un quart de ces patients nécessiteront une intervention chirurgicale et le coût global de la prise en charge de la lithiase urinaire représente environ 5,3 milliards de dollars par an aux États-Unis, ce qui en fait donc une problématique de santé publique. Une intervention qui est maintenant l'intervention la plus fréquemment réalisée notamment en France depuis quasiment une vingtaine d'années pour traiter les calculs urinaires symptomatiques est l'urétéroscopie souple qui consiste à monter par voie rétrograde au sein des voies urinaires un endoscope qui possède un canal opérateur qui va permettre le passage d'une fibre laser et vous voyez la fibre laser lorsqu'elle s'active est capable soit de vaporiser sur la vidéo de gauche soit de fragmenter le calcul sur la vidéo de droite. La principale limite de cette intervention est cette durée opératoire qui est de 1h30 et qui va varier selon la charge lithiatique, c'est-à-dire la quantité de calcul et le type de calcul. Il existe des calculs qui sont durs ou des calculs qui sont tendres. Pour l'instant, les recommandations, que ce soit les recommandations européennes, américaines ou françaises, n'incluent pas le volume du calcul dans le choix de la thérapeutique, mais uniquement le diamètre maximum. Simplement, nous pouvons voir que sur 3 volumes qui sont quasiment identiques, nous avons 3 diamètres maximum qui sont nettement différents et qui correspondraient à 3 classes thérapeutiques et 3 choix d'intervention chirurgicale différentes. La problématique numéro 1 de ce travail était d'abord de tester un nouveau laser, un laser qui serait plus efficace que le laser actuel. Le laser actuel est le laser holmium-YAG, c'est une technologie qui est connue depuis 1992, avec lequel on sait ce qu'on est capable de faire ou pas capable de faire. Il s'agit d'un laser à cavité contenant un cristal YAG qui va être excité par une lampe au xénon pour produire un rayonnement qui va pouvoir être acheminé jusqu'à la cible par une fibre laser de diamètre minimal de 200 microns. Les énergies possibles utilisables sont au minimum de 200 millijoules avec des fréquences maximales qui vont être de 120 Hz, alors que le laser thulium fibré va répondre à ces limites technologiques, tout d'abord parce qu'il s'agit non pas d'un laser à cavité, mais d'un laser fibré. Il s'agit donc d'une fibre dopée aux ions thulium, dont l'excitation va être réalisée par des diodes laser, permettant ainsi de réaliser un rayonnement beaucoup plus fin qu'avec le laser holmium-YAG, et donc le diamètre minimal utilisable de fibre laser est donc de 50 microns, 4 fois plus petit. De la même manière, l'énergie minimale utilisable est 10 fois plus petite qu'avec le laser holmium-YAG, et la fréquence maximale utilisable est quasiment 20 fois supérieure. Je vous présente ici un exemple d'activation en milieu aqueux de ces deux lasers avec une bulle unique pour le laser holmium-YAG et quasiment un flux de bulles et un tunnel vapeur qui va être rencontré en cas d'activation. Je pense que quelqu'un essaie d'appeler. Ça arrive, hein. Je le connais pas, je ne peux pas répondre. C'est bon, merci. Et donc on réalise avec le laser thulium fibré un véritable tunnel vapeur, ce qui s'appelle l'effet Moïse. L'effet Moïse est donc connu depuis 1992, je vous l'ai dit, consiste à créer un élément vapeur en milieu aqueux afin que le rayonnement puisse se propager au travers jusqu'à la cible. Ainsi, le laser thulium fibré semble pouvoir créer un tunnel vapeur qui optimise cet effet Moïse. Alors les objectifs de notre travail étaient donc de comparer l'efficacité de ces deux lasers pour la lithotripsie endocorporelle basée sur les volumes d'ablation, puis d'intégrer ces données pour développer un outil tridimensionnel pour la planification opératoire des chirurgies lithiasiques endoscopiques. Pour cela, nous avons d'abord réalisé une étude in vitro utilisant des calculs synthétiques en bégostone dur et tendre afin de reproduire les deux populations de calculs que nous rencontrons le plus en pratique clinique, qui sont les calculs d'oxalate de calcium monohydraté pour les calculs durs et les calculs d'acide urique pour les calculs tendres. En tout, on arrive à quasiment 85% des calculs qu'on rencontre en pratique clinique. Nous avons testé 3 types de paramètres laser, des paramètres de fragmentation avec une haute énergie basse fréquence et des paramètres de dusting et de fine dusting, c'est-à-dire de vaporisation associant des basses énergies et des hautes fréquences, le tout en maintenant une puissance moyenne de 15 watts, ce qui est ce que nous utilisons en pratique clinique. Nous avons utilisé un bras robotisé sur lequel était fixé un porte-fibre avec une fibre laser disposée verticalement en contact avec nos calculs synthétiques qui étaient immergés dans une cupule remplie de sérum physiologique. Nous faisions réaliser une trajectoire en spirale à notre bras robotisé.
dont le diamètre extérieur était de 5 mm. Nous avons pu ensuite faire sécher nos calculs synthétiques qui étaient des cubes de 10 mm pour ensuite les passer au microscanner afin de pouvoir visualiser et calculer le volume d'ablation, c'est-à-dire le volume contenu dans le cratère. Et nous avons fait ça par segmentation informatique. La deuxième partie de notre travail a consisté à utiliser le logiciel 3D Slicer, qui est un logiciel de traitement d'image qui est gratuit, qui est spécialisé dans la segmentation, qui est largement utilisé par les neurochirurgiens et d'autres spécialités, et qui possède un outil de développement qui permet de créer des extensions. Nos critères de développement étaient que d'abord, cette extension devait être utilisable sur des scanners abdominopelviens non injectés, ce qui est l'examen réalisé en pratique clinique pour planifier la chirurgie. Ensuite, notre extension devait être capable de détecter des calculs uniques ou multiples basés sur leur densité, c'est-à-dire sur les unités Hounsfield. Et devait fournir deux choses, une visualisation tridimensionnelle et une durée estimée de lithotricité. Concernant la première partie de notre travail, nous avons pu montrer que le laser thulium fibré est associé à des volumes d'ablation qui sont entre 2 fois et 4 fois supérieurs au laser holmium-YAG à fibres de diamètre égal et paramètres égaux. 4 fois en dusting et 2 fois en fragmentation. Mais ce que cette diapositive nous montre est que le laser thulium fibré, qui est une fibre qui est 2 fois plus petite, est toujours associé à des volumes d'ablation qui sont au moins 50% supérieurs à ceux rencontrés avec le laser holmium-YAG et la fibre de 272 microns, c'est-à-dire le gold standard. Ces résultats étaient similaires contre les calculs tendres, ce qui nous a permis ensuite de les intégrer et de développer notre extension. Donc vous voyez qu'à partir d'un scanner abdominopelvien non injecté en fenêtre osseuse et en coupe axiale, nous pouvons créer un segment. Ce segment est visualisable dans les 3 plans de l'espace et mobilisable selon le bon vouloir de l'opérateur. Ensuite, nous avons développé une interface graphique. Cette interface graphique permet d'ajuster le segment selon la densité. Ainsi, l'opérateur peut faire en sorte que le segment épouse bien les formes du calcul selon sa volonté. Et puis, les paramètres laser peuvent être choisis par l'opérateur afin d'estimer la durée lithotricie. Parmi ces paramètres que nous avons choisis, il y a donc la source laser, le laser holmium-YAG ou le nouveau laser, le laser thulium fibré, le diamètre de la fibre laser, le type de calcul et enfin les paramètres laser, c'est-à-dire l'énergie et la fréquence, vous l'aurez compris. Enfin, 2 options ont été rajoutées dans cette interface graphique. Tout d'abord, la détection multiple. Vous devez définir un volume minimal à partir duquel le logiciel va comprendre qu'il y a plusieurs calculs afin d'avoir le volume de chacun des calculs et la durée estimée de lithotricité pour chacun des calculs. Et enfin, la visualisation tridimensionnelle a été mise en option afin de rendre le calcul très rapide et utilisable en pratique clinique. Nous avons donc d'abord vérifié que notre méthode était viable. Pour cela, nous avons scanné un cube de 1 mm de côté, de 1 cm de côté, pour lequel nous avons réalisé un scanner et puis nous l'avons intégré et testé. En effet, nous arrivons à retrouver ce volume de manière facile. Puis, nous vous présentons ici un exemple d'un cas clinique sur ce patient présentant un calcul du rein droit avec un calcul unique de 970 mm3 et une durée estimée lithotricie sur des paramètres de dusting avec le laser actuel, retrouvant environ 40 minutes de lithotricie endocorporelle, ce qui correspond à la pratique clinique. Enfin, afin de savoir si notre logiciel était reproductible et fiable, nous avons réalisé une évaluation préclinique utilisant 3 opérateurs différents, un urologue senior, un urologue junior et un ingénieur de recherche qui n'a aucune connaissance en urologie, et il n'y a absolument aucune différence dans la mesure de ces volumes, que ce soit sur des calculs synthétiques, des calculs humains ou des cas cliniques. Il y avait en tout 17 exemples. Donc, nous avons montré que le laser thulium fibré est associé à des volumes d'ablation qui sont nettement supérieurs au laser holmium-YAG, mais nous avons surtout le point fort de ce travail, à notre sens, et que nous avons utilisé des volumes d'ablation. Le plâtre dentaire que nous avons utilisé pour faire nos études est un plâtre qu'on mélange avec de l'eau, ainsi la difficulté et qui s'hydrate et qui se déshydrate, et toutes les études ont utilisé le poids ablaté, ce qui est soumis à une grande variabilité dans les études in vitro. Toutefois, nos données sont des données in vitro. Nous n'avons pas à ce jour de données cliniques disponibles avec le laser thulium fibré, tout simplement parce qu'il n'a pas encore le marquage CE. Il l'aura début 2020 et les expériences cliniques pourront débuter à ce moment-là. Concernant la deuxième partie de notre travail, nous avons l'impression d'avoir développé un outil tridimensionnel qui est reproductible, fiable et rapide, qui fournit une volumétrie, une visualisation tridimensionnelle et qui estime la durée de lithotricie. Toutefois, il n'y a pas encore de détection automatique du calcul à partir des images scanographiques qu'on injecte dans l'extension, ni d'évaluation clinique, mais ce travail est en cours et devrait être terminé prochainement.
Ainsi, en conclusion, le laser thulium fibré, vous l'aurez compris, est supérieur au laser aluminium YAG entre 2 et 4 fois à paramètres égaux, mais le laser thulium fibré avec une fibre 2 fois plus petite est malgré tout au moins 50% supérieur au laser aluminium YAG. Et pour terminer, nous avons développé cet outil tridimensionnel qui est gratuit pour la planification opératoire des chirurgies lithiasiques endoscopiques et qui est maintenant en ligne et disponible avec un tutoriel également disponible sur YouTube. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup de votre très bel exposé. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, c'est une très belle présentation. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que vous avez testé ce laser sur des tissus ? Parce Oui. que il y a des applications, nous, en chirurgie pédiatrique, sur les valves de l'urètre postérieure ou les urétérocèles. Et du coup, ça pourrait être aussi intéressant de savoir si ça fonctionne dessus. Alors, merci de votre question. En fait, je pouvais pas présenter. Le projet de mon Master 2 était plutôt sur le laser et calcul, mais on a fait des tests, notamment des tests cadavériques sur des prostates et des vessies, et on a comparé l'efficacité. En effet, l'efficacité du laser thulium fibré sur les tissus est grandement supérieure, et je pense que pour l'instant, on ne peut pas encore l'utiliser en pratique clinique parce qu'on ne sait pas encore avec quelle profondeur d'action il a, qui est probablement supérieure à celle du laser aluminium YAG. Donc probablement il faudra utiliser des énergies plus faibles, des fréquences plus élevées, mais je ne peux pas encore vous dire avec quelle précision. Mais il y a en effet un urologue russe qui fait de l'énucléation prostatique, qui s'appelle Inikeev, qui fait de l'énucléation prostatique au laser thulium et qui dit que ça marche très bien et qui utilise pour l'instant les mêmes paramètres que le laser aluminium YAG. Donc je ne peux pas vraiment totalement vous donner la réponse. Je suis désolé. Alphonse Richard. Non, je vais te féliciter pour la qualité du travail. Et le laser, c'est un bon exemple de l'évolution des choses dans le temps. Puisque quand j'étais président de l'Association française d'urologie, on avait lancé une étude prospective multicentrique au niveau des urologues pour savoir si le laser avait un intérêt dans l'adénome prostatique notamment. Et on avait montré que pour des questions de coût, de puissance, parce qu'à l'époque c'était des fibres très épaisses, avec des puissances très faibles, etc., ça valait pas la peine. Et donc on a conclu en disant le laser, pour l'instant, n'a pas d'intérêt dans l'adénome prostatique, mais il y a 2-3 équipes qui ont continué de travailler dessus. Et puis 12 ans après, il y a eu des fibres plus puissantes, plus petites, toute l'ingénierie sur le plan des endoscopes a changé, et maintenant le traitement par laser pour adénome de la prostate, par exemple, est devenu un des gold standards de la chirurgie prostatique. Donc il y a ce qui est la technique, il y a les indications cliniques, donc ça revient exactement à ce qui a été présenté avant. Et je crois qu'en plus de ça, ce travail-là, alors dans le cas particulier de la lithiase, de passer du diamètre au volume, c'est très important parce qu'en effet, ça n'a rien à voir. Alors, il manque simplement, et tu l'as évoqué, je pense qu'il va falloir avoir besoin d'une étude de comparaison en préopératoire et en vie réelle, parce que la technique et l'habitude de l'opérateur jouent aussi dans un autre facteur. En tout cas, bravo, parce que c'est très très passionnant. Merci beaucoup. En fait, c'est mon projet de test d'exercice. Je peux pas le présenter. Je l'ai pas encore fait. Moi, je vais juste faire un petit commentaire, parce que je trouve très intéressant la modélisation, c'est-à-dire prévoir la durée d'utilisation de la salle d'opération. C'est pas François qui me contredira, parce que ça fait vraiment partie de l'utilisation moderne de la salle d'opération, savoir exactement comment on va l'occuper et donc l'optimiser. Donc je trouve cet aspect-là aussi extrêmement intéressant. Merci. Merci à vous. Il faudrait simplement avoir un système qui... Il faudrait, en parallèle, et je suis chirurgien, avoir un système qui modélise l'honnêteté du chirurgien vis-à-vis du temps qu'il met sur le programme opératoire. C'est le vrai problème qui reste, puisque en chirurgie digestive, ça peut varier du simple au double, et ceux qui font le double ne le reconnaissent jamais. Et dernière petite question sur votre travail. Tout ce qui est la partie informatique, etc., juste pour info, ça a été développé, vous l'avez développé avec des ingénieurs et tout. Comment ça se passe dans la répartition en fait, des tâches? Ça a été un peu douloureux parce qu'il a fallu se mettre au C'est souvent douloureux. C'est du Python, hein, donc c'est relativement... c'est une langue étrangère, mais ça prend vite. Non, ça a été un peu difficile au début, puis après j'ai trouvé les bonnes personnes pour m'aider à corriger mon script. Et voilà, il y a une grosse communauté qui travaille sur ce logiciel. Et voilà, mais c'est un travail relativement personnel. Très bien, d'accord, vous avez réussi à fédérer. Voilà. J'ai juste oublié de remercier l'Association française d'urologie qui m'a donné une bourse pour ce travail, qui m'a permis de travailler pendant un an. Ça, il ne fallait pas oublier. Hein.
Excusez-moi. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Très beau travail. Merci. Merci.